Bonsoir. Je vous remercie d'être venu participer à ce débat. Ce premier libre-parole est consacré aux gens du voyage. Sans plus tarder, je vous propose de regarder le premier reportage. Alors pour moi, les gens du voyage sont des gens nomades qui n'ont pas de maison et qui ont une vie à part, voilà, tout simplement. Bon, les gens de voyage sont des gens qui n'ont pas de domicile, vivent une vie dure, pas comme tout le monde. Bien pour moi, les gens du voyage, ce sont les personnes qui se déplacent fréquemment avec des caravanes, et les forains éventuellement, les gitans, que dire, toutes les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Les gens qui, par affinité, qu'ils n'ont pas de domicile fixe et qu'ils ont la tradition de partir de ville en ville sans avoir bien sûr un lieu bien fixe sur une commune, oui effectivement, et notamment les gitans, les tziganes et autres, même des Européens qui viennent des pays de l'Est, qui n'ont pas de domicile. Donc pour moi, les gens du voyage, c'est une population très disparate. Ça peut regrouper autant, par exemple, les forains que les personnes, les tziganes, les romanichels. Enfin, il y a plein de populations très différentes. Donc je sais qu'il y a une très forte majorité qui est de nationalité française, contrairement à ce qu'on peut des fois penser. Donc voilà, c'est une population nomade en fait. Ce sont des gens comme tout le monde, c'est monsieur tout le monde, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour vous? Rien de particulier, sauf qu'ils ont un mode de vie différent des autres, tout simplement. Donc, dans cette première partie, la question que j'aimerais poser, c'est qui sont les gens du voyage? Madame Streff, vous êtes ingénieure sociale. La dénomination gens du voyage est-elle une réalité objective ou une dénomination purement administrative? C'est une dénomination purement administrative. Et on remarquera d'ailleurs que cette dénomination ne permet pas ni le singulier ni le féminin. Donc c'est bien une catégorie administrative qui vient à la suite d'autres catégories administratives. Elle est apparue dans les années 70 et elle a remplacé le terme de nomade, et auparavant, le terme de nomade a remplacé le terme de sans domicile fixe dans les textes réglementaires. D'ailleurs, moi j'ai commencé ma vie professionnelle sur un équipement qui s'appelait à l'époque aire de stationnement pour les nomades. Aujourd'hui, moi je dois dire que j'utilise le terme gens du voyage avec beaucoup de réticence. Pourquoi ? Pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il ne permet ni le singulier ni le féminin, donc c'est un peu compliqué. Et ensuite, parce que, comme les autres termes d'ailleurs, il a emprunté un peu le même chemin, c'est-à-dire qu'il s'est chargé de toute une charge péjorative au fur et à mesure que les médias s'en sont emparés, au fur et à mesure qu'on a utilisé le terme à des fins de stigmatisation. Donc moi personnellement, je préfère employer le terme de voyageur lorsqu'il s'agit de gens du voyage, entre guillemets, itinérants. Et pour les familles qui se sont sédentarisées, je suis un petit peu ennuyée parce que je me demande est-ce qu'il faut continuer à les appeler d'un nom particulier. Gens du voyage sédentarisés, c'est absolument absurde. Oui, c'est un paradoxe même. C'est un paradoxe. Bon, moi, personnellement, je continue à employer le terme de gitan, puisque je l'ai employé dans les années 70, dans les années 80, puisque je me refusais, le terme de nomade, de sans domicile fixe, pareil, j'avais la même gêne. Donc, mais bon, je dois dire que c'est effectivement un... Mais les gitans, excusez-moi de vous couper, ce sont... quand même, ils sont sédentaires, la plupart, les gitans. Les gitans, donc, si on revient un peu à l'origine du mot, c'est parce qu'on les désignait comme étant d'Égypte. Et en catalan, ça faisait Egipto, et ça donnait gitano, et ça donnait gitan. Donc les gitans en Espagne, ils sont quand même sédentaires dans leur grande majorité. Absolument, mais en France, c'est vrai qu'on a souvent employé le terme de gitan
pour désigner voilà, ce groupe social. Et eux-mêmes, très souvent, se disaient on est des gitans. Et moi, je suis en contact avec des familles qui disent on est des gitans. Et c'est pas un terme, si vous voulez, en France, du moins, qui est chargé très péjorativement. Du moins, j'ai pas, moi personnellement, j'ai jamais, ressenti que de dire à quelqu'un tu es un gitan, que c'était une insulte ou un terme qui le rabaissait. Mais bon, ça c'est mon expérience personnelle. Donc, J'aimerais poser la question à Monsieur Joffre. Donc, qui sont les gens du voyage? Bonjour. Donc, Monsieur Joffre, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme. À l'heure actuelle, je ne suis plus président, je suis vice-président. Et c'est, en l'occurrence, mon fils, ça ne sont pas de la famille, qui gère la Ligue des droits de l'homme à Salon. Les gitans, les gens du voyage ou les Roms, pour moi, c'est un peu la même chose. Et pour la Ligue des droits de l'homme, sont d'abord des hommes. Et en vertu de l'article 1er des droits de l'homme, qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'article 1er de la Constitution en France, qui dit aussi que tous les hommes sont libres et égaux et qu'il ne peut pas être fait de distinction en fonction de leurs origines ou autres, le problème est réglé là aussi. Pourtant, on a créé un autre problème en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, qui remonte déjà, parce que les gitans, au départ, ce sont des Roms, tous des Roms. C'est un peuple qui vient de Roumanie, et qui s'est étalé à partir du XIIe ou du XIIIe siècle sur l'ensemble de l'Europe. Dans certains endroits, comme chez nous, je suis catalan, donc vous parliez des Égyptenses, des gitans, je connais bien, effectivement, ils se sont installés là-bas, on les a appelés les gitans. Mais on les appelle surtout quand même en Espagne les tziganes aussi. Hein. Donc, si vous voulez, chaque fois on aura donné des noms différents qui, pour des raisons ou une autre, sont toujours devenus chargés d'opprobre d'une manière ou d'une autre. En France, on les appelait les romanichels, les hommes roms. C'est devenu là aussi chargé de mauvaises intentions. En 1911, je crois que c'est en 1911, mais peu importe, on a commencé à leur donner le carnet anthropomorphique comme s'ils étaient des voyous. C'est le même. On est revenu dessus, donc en 1969, on en a parlé tout à l'heure, mais ils ont toujours un livret de voyage. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens normaux. Ce qui est dommage, car ils ont participé à un nombre de guerres. Ils ont même souffert pendant la guerre de 40, et on n'en parle pas non plus beaucoup, des mêmes déportations que nos amis et nos frères juifs. Ils ont eu les mêmes problèmes. Il y a eu là aussi le camp des Saintes, par exemple, puisque quelqu'un parlait à un moment donné de rouvrir le camp administratif des Saintes, un député. Mais le camp des Saintes, il y a eu plusieurs centaines de gitans enfermés dans le camp. 300 sont partis dans les camps de la mort, il en est revenu 9. Donc là, vous voyez aussi qu'ils ont payé le sang eux aussi. Pourquoi les gitans ont un mode de vie? Ce sont les derniers hommes libres, à mes yeux. Ils conservent tout un tas de valeurs que nous n'avons plus, comme celle de la solidarité, comme l'a souligné Madame Streff. On ne voit pas encore les gitans abandonner leurs parents, les anciens, etc. J'ai beaucoup d'affection pour eux, et je crois savoir un peu ce dont je parle, puisque je suis chef d'entreprise, j'avais une entreprise installée sur la zone de la Gandonne, et pendant 10 à 12 ans, je les recevais sur le bout de terrain qui était disponible, et ils s'installaient là. La seule condition que je posais personnellement, c'était je veux que les enfants aillent à l'école pour qu'à leur tour aient le choix. Je pense que le problème est double. On parle des camps de stationnement ou ça, on va y revenir plus tard. De toute façon, là, c'était vraiment pour votre définition pour vous, qui sont les gens du voyage. Mais je pense que vous y avez très bien répondu. Je vous remercie. Madame Eskenazi, donc vous êtes déléguée régionale de la HALD. Cette population est-elle victime de discrimination? Et si oui, quel type de discrimination vous interpelle le plus? Alors, première réaction derrière ce débat qui s'initie sur le qui, moi j'ai envie de dire qu'on repère au moins une histoire commune. Malheureusement, c'est leur difficulté d'accéder à l'emploi, au logement, aux dispositifs de santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle une discrimination. Alors je crois que l'on dise que derrière les gens du voyage, il y a des gitans, des manouches, des roms, des tziganes, des hommes et des femmes, comme vous dites. En tout cas, il y a ce point commun, donc les discriminations sont bien une réalité. Alors, derrière ces discriminations, nous, on est saisis de plusieurs formes de discrimination. Vous avez des discriminations qui sont liées à l'origine des personnes, comme on peut les connaître pour d'autres types de populations. Allez,
Soyons concrets, je vous prends un exemple. J'ai en tête une offre d'emploi qui avait été transmise au Pôle emploi. Un exploitant agricole, il recherche des saisonniers agricoles et il dit « pas de gens du voyage, pas de maghrébins, trop de problèmes avec ces gens-là ». Je vous laisse méditer. Inutile de vous dire que nous avons fait une enquête et que nous l'avons traité comme ça l'est, et ça doit l'être, c'est-à-dire un délit pénal. Vous avez d'autres formes de discrimination, et je crois que c'est particulièrement prégnant pour cette catégorie de population, où on voit bien l'atteinte des droits fondamentaux. Et quand je mets l'atteinte des droits fondamentaux, je parle évidemment du droit à l'éducation, du droit à la santé, etc. Autre exemple, on a eu une saisine, mais qui concernait un certain nombre d'enfants. Donc, ce n'était pas un enfant, 2 enfants. C'était 14 enfants, par exemple, sur une commune donnée, qui voulaient être scolarisés en école maternelle et primaire, et qui s'étaient vus refuser la scolarisation. Là, je parle bien d'un refus, je ne parle pas des conditions d'accueil. Pourquoi ? Parce que le maire prédisait, mais ils occupent un terrain illégalement. Là, la HALDE répond, nous ne sommes pas compétents pour regarder la légalité ou pas du stationnement, par exemple. Mais par contre, le droit à l'éducation n'est pas celui qui regarde les conditions de résidence. Donc là, vous voyez, on est au plein cœur des questions aussi de droits fondamentaux. Particulièrement pour ces populations, il y a ce qu'on appelle une discrimination indirecte. Alors ça a un jargon un peu juridique qui veut dire que parfois, on prend une mesure, allez, on ne reconnaît pas, après on en reparlera, le livret ou le carnet de circulation comme une pièce d'identité. Et du coup, quand la caisse d'assurance maladie vous demande votre pièce d'identité, vous fournissez ce carnet, on vous dit « Ah non, ce n'est pas une pièce d'identité, donc alors plus de prestations ». Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une discrimination indirecte. C'est un problème de justificatif au départ, de non-reconnaissance, qui va créer massivement des désavantages pour un groupe de personnes appartenant à cette catégorie. Donc là, c'est la discrimination indirecte. Et je crois que c'est très, très, très fort en ce qui concerne les gens du voyage. Et enfin, et je m'arrête là, allez, je sais que vous alliez y venir, je l'ai entendu, c'est vrai que les discriminations, elles sont parfois légales. C'est vrai que la HALDE a pointé la question, par exemple, du carnet et du livret de circulation. C'est la seule population française qui doivent se rendre, pour un certain type, tous les 3 mois, Et on a pointé le caractère. Je ne vais pas rentrer dans la question du contrôle, etc. Ce n'est pas notre compétence. Nous sommes compétents sur la discrimination. Mais je vais rentrer sur la question des moyens complètement disproportionnés. Et il faut savoir que de ne pas le présenter, dans certains cas, ça peut être puni d'une infraction type non seulement amende, mais prison. Et là, elle dit, attendez, que vous mettiez en place des moyens de contrôle, d'accord, qu'on aille en prison si on ne sait pas présenter, c'est quand même autre chose. Droit de vote, pareil. Droit de vote pour voter, pour tout le monde. Il faut qu'on soit rattaché de manière, pendant un certain temps, à une commune. Très bien, ce n'est pas la question. 3 ans pour les personnes, les gens du voyage. 6 mois pour les sans domicile fixe. Alors là, on dit qu'il y ait rattachement à une commune normale, vous fixez la durée, ok, mais pourquoi pour les uns une certaine durée et pour les autres une autre? On est dans le champ de la discrimination. Et c'est pas illégal, là. Donc pour vous, vous pensez qu'il y a peut-être un manque aussi au niveau de la volonté politique à reconnaître leurs droits de manière égale? Je ne suis pas là pour commenter les volontés politiques, mais je suis là en tant que représentante de la HALDE pour faire appliquer un droit. Donc on regardera ce que dit ce droit, et s'il faut faire des recommandations pour faire évoluer les politiques publiques, nous sommes là pour ça à la HALDE. D'accord, très bien. Merci Madame Eskenazi.